Chapitre 1. La Garden Fête à Grafton Hall, Elmsworth, avait toujours été fière de sa stabilité. Niché entre les douces collines du Hampshire et bordé d'un bois recouvert de lierre, le village était le genre d'endroit où l'événement le plus scandaleux de ces dernières années avait été l'exclusion du Pékinois de Madame Cartwright du concours de pâtisserie paroissiale pour aboiements excessifs. La vie s'écoulait lentement à Elmsworth, poliment et prévisiblement, et c'était exactement ce que les villageois aimaient. C'est par un samedi de fin juin, au temps si doux, que débuta la fête annuelle du jardin de Grafton Hall. Le soleil matinal était généreux, projetant des rayons dorés à travers les hautes haies d'ifs qui entouraient le domaine. Le terrain, soigneusement entretenu par le vieux M. Daubin, le jardinier, était jonché de guirlandes et de tables pliantes. Les enfants couraient en rond, les doigts collants, et les glaces au citron fondantes. Des dames âgées se penchaient sur des tasses de thé Earl Grey en porcelaine, leur conversation empreinte de jugement bienveillant et d'admiration passive. Derrière la fête se dressait Grafton Hall, imposante et discrète autorité, un majestueux manoir géorgien en mainte pierre grise et abrité par des chênes centenaires. Autrefois résidence de l'influente famille Sedgwick, il appartenait désormais au colonel Geoffrey Sedgwick, retraité de l'armée, veuf depuis près de 10 ans, et de plus en plus connu pour son habitude d'interrompre les conversations par des citations latines non sollicitées. Miss Marple était présente, comme toujours. Bien qu'octogénaire, son regard était toujours aussi perçant, et ses manières distinguées mais inflexibles. Vêtue d'un cardigan lavande pâle et portant son ombrelle brodée, elle était arrivée avec sa compagne Miss Reynolds et s'était immédiatement postée à côté du concours de génoise Victoria qu'elle avait elle-même remporté en 1957 et 1959 et qu'elle aurait dû, selon certains, remporter à nouveau en 1962 si Madame Featherstone n'avait pas soudoyé le vicaire avec des confitures de prunes. « Quelle belle journée !» dit-elle en désignant d'un signe de tête les enfants qui jouaient au lancer de sacs de haricots près de la haie ouest. « J'aimerais bien qu'ils ne les laissent pas courir si près des ruches. Il suffit d'une piqûre pour pleurer. » Miss Reynolds murmura quelque chose d'agréable, mais son attention s'était portée sur les Sedgwick, car tout n'était pas harmonieux à Grafton Hall cette année. Le fils du colonel Sedgwick, Lionel, était revenu de Londres avec une nouvelle fiancée, mademoiselle Annabel Craig, une grande et remarquable femme de 35 ans, à l'accent raffiné de Kensington et aux lunettes de soleil qui ne quittaient pas son visage. Lionel, en revanche, semblait plus mince que lors de sa dernière visite à Elmsworth, son sourire crispé et cassant. La rumeur disait que les finances des Sedgwick étaient sous pression, le domaine était coûteux. Les investissements du colonel, quel qu'il soit, avaient mal vieilli. « Oh, regardez, » murmura mademoiselle Reynolds, « ils ont sorti les lots de la tombola. C'est la broche en argent de Lady Fortescue. Je vous jure. Elle l'a perdue pendant le spectacle de Noël. »« Donnez, j'en suis sûr, » répondit Miss Marple, les yeux légèrement plissés, en regardant Lionel tendre la broche au vicaire avec un sourire crispé. « Mais je me demande si elle le sait. C'est alors, au milieu de tous ces doux bavardages et de l'odeur des fraises, qu'un cri a brisé la journée. Aigu et reconnaissable entre mille, il trancha les thés comme un couteau. Les têtes se tournèrent. Une tasse de thé s'écrasa sur la pelouse. Les enfants se figèrent, abandonnant leur jeu. Il est venu à nouveau, plus fort cette fois, de quelque part près du jardin est. Les gens couraient, ou plutôt se dépêchaient, de la manière inquiète mais mesurée que les villageois d'Elmsworth jugeaient appropriée. Miss Marple, ombrelle repliée, s'avançait déjà. Son pas n'était pas rapide, mais régulier, le regard alerte suivant la foule. Près de la bordure de rose, à côté de l'ancien cadran solaire, se tenait Iris Denholm, la gouvernante de longue date du Hall, serrant son tablier à 2 mains et fixant quelque chose juste au-delà du treillis. Là, à moitié recouverte de lavande écrasée et avec
Une chaussure manquante gisait Annabel Craig. Son cou était tordu à un angle anormal. Ses lunettes de soleil, ses nuances omniprésentes et impérieuses, étaient de travers dans l'herbe. Les autres invités arrivèrent juste à temps pour entendre le vicaire murmurer « Seigneur, est-elle » ?« Oui, » dit Miss Marple, d'une voix douce, en s'avançant et en regardant le corps. « J'ai bien peur qu'elle soit bel et bien morte. » Chapitre 2. Chuchotement dans la roseraie. La police arriva rapidement, appelée par un jeune valet de pied tremblant, dépêché, à vélo. En moins d'une heure, l'inspecteur Harold Cray, un homme à la mâchoire carrée, amoureux du tweed et de l'assurance, prit les choses en main. Les portes de Grafton Hall furent fermées. Les invités reçurent l'ordre de ne pas partir avant d'avoir parlé à l'inspecteur, et la fête, telle une bougie éteinte, prit fin. Mais les murmures ne faisèrent que commencer. Dans le salon, le colonel était assis, le visage dans les mains. « Une chose terrible », répétait-il sans cesse, « une affaire épouvantable, affreuse. » Personne ne le corrigea. Lionel Sedgwick, pâle et les lèvres pincées, avait peu parlé. Lorsque l'inspecteur lui avait demandé s'il voulait un cognac, il avait refusé. Lorsqu'on lui avait demandé s'il devait s'asseoir, il avait de nouveau décliné. Au lieu de cela, il s'était tenu près de la grande baie vitrée, une main tremblante, contre le rebord. Pendant ce temps, Miss Marple avait retrouvé le chemin des tables à thé. Elle s'y était assise tranquillement, sirotant ce qui restait de son Darjeeling tiède, entourée d'un groupe de femmes dont les langues s'agitaient déjà. « J'ai dit dès le début, n'est-ce pas, qu'elle était trop moderne pour Lionel, » dit Madame Cartwright en hochant la tête d'un air sombre. « Tout ce rouge à lèvres, et ce pantalon qu'elle portait jeudi ? » « Au dîner. » « Elle était assez polie avec moi, » répondit Madame Witherby avec un froncement de sourcils hésitant. « Mais elle semblait toujours, je ne sais pas, comme si elle observait tout. »« C'est exactement ça, » dit Edith Blanche, en se penchant en avant. « Je ne fais pas confiance aux gens qui n'enlèvent jamais leurs lunettes. Que cachait-elle » Miss Marple ne contribua pas beaucoup aux spéculations. Elle remuait son thé tranquillement, le visage indéchiffrable. Mais elle avait remarqué des choses. Tout comme Iris Denholm, la gouvernante, avait tressailli lorsque Lionel s'était approché du corps, ou, comment le colonel avait presque refusé de le regarder du tout. Et maintenant, Lionel murmurait à voix, basse et urgente, à un homme en costume à rayures qui n'avait été présenté à personne à la fête. Le corps avait été bouclé, mais Miss Marple avait déjà vu l'étrange ecchymose sur la clavicule d'Annabel. Pas une chute, donc, ou pas seulement une chute. L'inspecteur Cray revint du jardin est, l'air grave. « Coup cassé » annonça-t-il. « Vite, sans doute. Ça aurait pu être une chute, mais pas avec ce bleu. Il y a quelque chose qui cloche. » Il se tourna vers les invités. « Mesdames et messieurs, nous considérons ceci comme suspect. Jusqu'à confirmation du coroner, je vous prie de rester disponible pour un interrogatoire. » Des halètements parcoururent la pièce. Quelques dames serrèrent des perles. Le colonel marmonna quelque chose en latin, mais Miss Marple hocha simplement la tête pour elle-même. Elle avait déjà vu cela. Pas le meurtre peut-être, mais le schéma. Le silence gêné après le choc, les sourires nerveux, la façon dont les gens essayaient d'agir normalement, comme si cela pouvait effacer ce qui s'était passé. Un meurtre, avait-elle observé un jour, n'était pas comme le tonnerre. Il ne tombait pas du ciel au hasard. Il se construisait, lentement, méthodiquement, en silence et dans l'ombre. Lorsqu'il se produisait, il avait déjà été répété 1000 fois dans l'esprit de quelqu'un. Maintenant, elle allait attendre et observer. Elle demanda à mademoiselle Reynolds de lui apporter une autre tasse de thé. Pendant ce temps, elle se dirigea vers le treillis de roses, où le corps avait été retrouvé. Le policier qui le gardait hésita. Mais l'âge de mademoiselle Marple avait toujours été son passeport. Elle se pencha près de l'herbe, examinant l'endroit où la chaussure d'Annabel avait été découverte, juste au-delà du chemin en treillis. Étrange, le treillis lui-même était solide, pas de poutres branlantes, pas d'épines assez fortes pour provoquer une chute. Mais dans le sol tout près,
Il y avait quelque chose d'inhabituel, une trace de talon, fraîche, aiguë, appuyée à un angle étrange, comme si quelqu'un l'avait tordue, durement. Miss Marple se redressa lentement, puis elle tourna son regard vers le couloir où Lionel discutait à voix basse avec l'homme en costume rayé. Ce n'était pas un hasard, et ce n'était certainement pas un accident. Elle retourna à sa place, parasol à la main, et regarda les habitants d'Elmsworth par-dessus la pelouse. Ils étaient bouleversés, certains avaient peur, mais tous n'étaient pas innocents. Quelqu'un ici a assassiné Annabel Craig, et Miss Marple avait l'intention de découvrir qui. Chapitre 3. L'inspecteur Cray pose des questions. Le lendemain matin, un silence pesant régnait. Un brouillard bas s'accrochait aux haies, comme une conscience inquiète. Et le village d'Elmsworth, bien qu'en apparence inchangé, semblait lourd, suspendu dans le sillage de la tragédie. À Grafton Hall, personne ne toucha au petit déjeuner, servi dans le salon. Les Sedgwick restèrent assis en silence. Le colonel Geoffrey méditait derrière son journal. Lionel fixait une tasse de café comme si elle contenait des réponses. Même le personnel s'agitait silencieusement, comme s'il craignait de réveiller des fantômes. Au village, au commissariat d'Elmsworth, l'inspecteur Cray avait installé son quartier général provisoire. Habituellement en poste à Much Dithering, il avait réquisitionné le commissariat local et entrepris la tâche peu glorieuse d'interroger tous les participants à la fête. La liste des invités comptait près de 60 noms, sans compter le personnel, et ainsi, un à un, ils arrivèrent, des villageoises coiffées de chapeaux de soleil et de foulards flottant au vent, des hommes aux doigts tachés de tabac et à la patience lasse de ceux qui sont habitués à la bureaucratie. Certains pleuraient, d'autres bavardaient, quelques-uns émis des théories, la plupart du temps improbables. C'était le colonel. « Je parie, dit M. Pevensey, le boucher, après son tour. Il n'a jamais aimé la fille de son fils. Il l'a probablement bousculée parce qu'elle portait un pantalon. » Mais l'inspecteur Cray ne prêtait pas attention aux suppositions farfelues. Il préférait les faits, les détails concrets, les chronologies, et jusqu'à présent, celles-ci étaient malheureusement obscures. « On l'a vue près du treillis juste après 15 heures, dit-il à son sergent. Puis de nouveau près du stand de limonade à 15h20, morte à 15h40. Ça nous donne une vingtaine de minutes, à peu près. « Aucun signe d'arme, monsieur ?» demanda le sergent. « Rien de flagrant. Pas de sang, pas d'objet contondant. Juste une fracture du cou et un bleu. Ça pourrait être des mains, ça pourrait être une bousculade. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas un accident. » Des suspects, Cray se pencha en arrière en soupirant. « Trop. Miss Marple est arrivée juste avant 11 heures. Elle n'avait pas été convoquée, pas officiellement, mais elle se présenta tout de même à la gendarmerie, impeccablement, vêtue d'une robe bleu pâle, de gants et d'un chapeau assorti. Elle tenait un carnet. Cray leva les yeux et se raidit légèrement. Il avait entendu parler de Miss Marple. Qui, dans les Home Counties, n'en avait pas entendu parler? « Mademoiselle Marple, dit-il prudemment. « Nous ne vous avons pas encore convoquée. »« Oh, je sais, dit-elle aimablement. Je pensais simplement pouvoir t'aider. C'est terriblement triste. » Il esquissa un sourire crispé. « Nous apprécions votre sollicitude. » Miss Marple prit la chaise offerte sans attendre. « Je ne vous prendrai pas trop de temps. Je suis simplement venu avec quelques observations. Pas des faits, bien sûr, je ne présume pas. Mais on voit des choses, n'est-ce pas ?» Cray essayait de cacher son malaise. Il préférait ses détectives avec des badges plutôt qu'avec des aiguilles à tricoter. « J'ai vu, par exemple, poursuivit Miss Marple, qu'Iris Denholm criait très vite, presque trop vite. Elle devait être tout près du treillis. Quand c'est arrivé? »« Elle dit qu'elle est venue chercher M. Lionel, » répondit Cray. « Comme c'est curieux, » dit doucement Miss Marple. Parce que M. Lionel venait d'entrer dans le salon avec le colonel Sedgwick. Je les ai vus entrer ensemble à la fin de la tombola, et Miss Craig était partie dans la direction opposée. Cray a noté quelque chose.
Et vous avez mentionné avoir vu quelque chose d'étrange à propos du corps? Pas le corps, inspecteur, le sol à côté. Une marque de talon tordu, très récente. Mademoiselle Craig portait des chaussures plates. Quelqu'un d'autre se tenait donc tout près d'elle, peut-être trop près. Cray la regarda fixement. « Et les lunettes de soleil ?» ajouta-t-elle. « Elles ont été arrachées de son visage, mais pas cassées. Je me demande si quelqu'un les lui a arrachées ou si elles sont tombées naturellement. » Une agression soudaine, peut-être? L'inspecteur se pencha en avant. « Vous pensez que c'était personnel ?» Miss Marple parut pensive. « Si, c'est souvent le cas, n'est-ce pas ?» Elle se leva, un sourire aux lèvres. « Je m'en vais. Je voulais juste mentionner ces petites choses avant qu'elles ne m'échappent. À mon âge, il faut être vigilant. » Cray la regarda partir, plus perturbée qu'il ne l'admettrait. Elle n'avait accusé personne. Elle n'avait rien affirmé comme étant un fait. Mais d'une manière ou d'une autre, en seulement 10 minutes, elle avait fourni plus d'informations utiles que quiconque de toute la journée. Et le pire, c'est que Cray avait le pressentiment qu'elle savait déjà qui était le tueur. Chapitre 4. Vieille blessure. Nouveau mensonge de retour à Grafton Hall. L'atmosphère, autrefois sous le choc, avait laissé place à une atmosphère plus fragile, comme de la porcelaine fine, à 2 doigts de se briser. Le salon, autrefois réservé aux concerts de musique de chambre et aux parties d'échecs polis, n'était plus que murmures et long silence. Iris Denholm, la gouvernante, se déplaçait avec une raideur qui n'était plus présente la veille. Elle ne croisait plus le regard de personne. Lorsque Miss Marple arriva peu après le déjeuner, sous couvert d'apporter un gâteau aux fruits au colonel, elle le remarqua immédiatement. « Vous êtes très aimable, » dit le colonel Sedgwick, en lui indiquant une chaise qu'il ne comptait pas lui donner. « Mais je doute que quiconque ait beaucoup d'appétit pour une éponge cette semaine. Le deuil prend de nombreuses formes, » répondit doucement Miss Marple, « et le gâteau aux fruits est souvent un remède. » Lionel n'était pas présent. L'homme mystérieux au costume à rayures n'était pas non plus présent, bien que Miss Marple ait appris son nom. Maître Douglas Rake, un avocat londonien. Il était censé être là pour des « affaires de succession », mais personne n'avait précisé de quoi il s'agissait exactement. Elle ne s'attarda pas. Au lieu de cela, elle s'excusa et se dirigea vers le petit salon où le service à thé du déjeuner était resté intact. Iris Denholm était là, les mains légèrement tremblantes, empilant les tasses vides. « Vous devez être très fatiguée, » dit gentiment Miss Marple. Iris sursauta. « Oh, Miss Marple, je ne vous ai pas entendu. »« Entrez. »« J'ai cet effet, » sourit Miss Marple. « Pauvre chérie, c'est toi qui as vu le corps en premier, n'est-ce pas ?» Les lèvres d'Iris se pincèrent. « Oui, c'est terrible. Elle était si jeune. » Il y eut une pause. « Tu ne l'aimais pas, n'est-ce pas ?» Iris leva brusquement les yeux. « Ce n'est pas un crime de ne pas aimer quelqu'un, » poursuivit Miss Marple d'une voix légère, « même si parfois on a l'impression que ça devrait l'être. Surtout quelqu'un comme Miss Craig, elle était... » Iris hésita, puis hocha brièvement la tête. Elle était très sûre d'elle, le genre de femme qui traite tout le monde comme un meuble. Lionel l'adorait, mais elle, eh bien, elle ne nous était pas très utile. Est-ce qu'elle s'est disputée avec lui? Parfois, discrètement, mais ça se voyait sur leurs visages après. Un jour, je leur ai apporté du thé et elle a fait une remarque cruelle à propos d'Elmsworth, disant à quel point ce serait horrible de vivre ici à plein temps. Le pauvre Lionel avait l'air d'avoir été giflé. Miss Marple pencha la tête. Lionel a-t-il déjà parlé de dette? Les yeux d'Iris se rétrécirent. Tu as entendu alors? J'ai seulement entendu dire que le domaine n'est plus aussi confortable qu'avant. J'imagine que cela complique les choses, surtout lorsqu'on prépare un mariage. C'est prévu? Railla Iris. Je n'ai jamais vu de bague à son doigt. Miss Marple sourit doucement. Donc, c'était encore incertain. Iris serrait une tasse si fort qu'elle craqua légèrement. « Cette femme est venue à Elmsworth pour réclamer quelque chose, » murmura-t-elle. « Mais elle n'aimait pas Lionel. Je le savais, je le sentais. Elle était là pour une raison, mais pas pour lui.
Miss Marple se leva et tapota doucement le bras de la gouvernante. « Merci, ma chère. Parfois, ce sont les plus proches de l'argenterie qui voient la ternissure en premier. » Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se promena sur la place du village, s'arrêtant près du monument aux morts. Là, elle croisa Edith Blanche, portant ses courses et, comme toujours, sa curiosité. « J'ai entendu dire que la fiancée de Lionel n'était pas vraiment sa fiancée, » lâcha Edith sans préambule. « Pas officiellement, pas de bague, pas d'annonce dans le journal. Juste ces frasques, comme si elle était la maîtresse des lieux. Certaines personnes aiment les apparences. » Y répondit Miss Marple avec douceur. « Eh bien, elle avait quelque chose sur lui, j'en suis sûre. Ce pauvre garçon a eu l'air hanté pendant des semaines. » Miss Marple regarda le verre. « C'est drôle comme les morts libèrent parfois les... »« Vivants ?» dit-elle doucement. Edith cligna des yeux. « Pardon ? Rien, ma chérie. » Elle se retourna et retourna vers son chalet, l'esprit en ébullition. Annabel Craig était venue à Grafton Hall avec un but précis. Pas par amour, peut-être même pas par argent, mais par influence, et l'influence ne fonctionne que lorsqu'il y a un secret qui vaut la peine d'être gardé, ce qui signifiait que quelqu'un, peut-être Lionel, peut-être quelqu'un d'autre, avait un très vieux secret qu'il tuerait pour protéger. Et Miss Marple avait le pressentiment qu'elle était sur le point de découvrir exactement ce que c'était. Chapitre 5. L'homme de Londres. Dès le mardi matin, la nouvelle s'était répandue que M. Douglas Rake, l'homme au costume à rayures, séjournait à Grafton Hall. Officiellement, il gérait les affaires liées au Sedgwick Trust, mais Mademoiselle Marple était en vie depuis assez longtemps pour savoir que gérer les affaires signifiait généralement dissimuler quelque chose. Il émergea peu après 10 heures, franchissant la grande porte d'entrée, une serviette à la main et une cigarette aux lèvres. Ses chaussures étaient cirées, ses boutons de manchette brillaient. Il avait l'air d'un homme habitué aux salles de réunion, pas aux jardins de campagne. Et pourtant, il était là, arpentant les allées de gravier d'Elmsworth comme si elles lui appartenaient. Miss Marple, assise sur le banc devant le bureau de poste avec son sac à tricot, l'accueillit tranquillement. « Bonjour, monsieur Rake, » dit-elle en le voyant passer. Il marqua une pause, un éclair de reconnaissance, puis une prudence polie. « Ah, Miss Marple, c'est ça? Vous avez été très occupée, à ce qu'il paraît. »« Oh, je n'ai fait qu'observer. Une habitude de toujours, j'en ai peur. Et vous? Vous êtes venu régler les finances de Lionel? » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Tu as fait tes devoirs. » Je trouve que les petites villes laissent peu de place à l'imagination, surtout quand les avocats commencent à s'y installer. Il eut un petit rire. « Tu te trompes. Je m'occupe du domaine de Sedgwick depuis des années, surtout des soucis fiscaux et des transferts de terres. Rien de scandaleux. »« J'espère. » »« Bien que non, » dit Miss Marple. « Un scandale peut être terriblement gênant quand quelqu'un a été assassiné. » Le sourire de Rake s'estompa. « Bien sûr, dit-il. C'est une affaire épouvantable. » « Connaissiez-vous personnellement Mademoiselle Craig? »« Non, seulement par l'intermédiaire de Lionel. Elle n'était impliquée dans aucune affaire judiciaire, si c'est ce que tu demandes. » Miss Marple hocha la tête. « Donc, son nom n'apparaît dans aucun document? » Rake fronça les sourcils. « Non. Aurait-elle dû l'être ?» Miss Marple cligna des yeux, innocemment. « Oh, je ne m'avancerai pas, mais je trouve ça étrange. Une femme fiancée à l'héritier d'une succession en déclin, on imaginerait une forme d'arrangement, ou du moins une assurance. » Sa bouche se contracta. « Je crois que vous surestimez la sécurité du domaine, Miss Marple. » Et sur ce, il hocha brièvement la tête et continua son chemin. Miss Marple reprit son tricot, mais ses pensées étaient loin des mailles en verre. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray convoqua une réunion de village à Elmsworth Hall. Pas obligatoire, mais appréciée, comme il le disait. Il se tenait sous les hautes fenêtres, manches retroussées, cravate desserrée, ressemblant de moins en moins à un Londonien et de plus en plus à l'un des leurs. « Nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit, commença-t-il. « Mais nous avons besoin d'informations.
Si vous avez vu mademoiselle Craig entre 15h et 15h40, samedi, venez me voir en privé. » Tout ce qui est étrange, n'importe quoi. Vous pouvez penser que c'est sans importance, mais même un petit détail peut avoir son importance. La salle était silencieuse. Plusieurs villageois jetèrent un coup d'œil vers Miss Marple, assise calmement au fond. Elle ne souriait à personne en particulier. Après cela, Madame Cartwright se précipita à ses côtés. « Miss Marple, je ne voulais pas le dire devant tout le monde, mais j'ai vu quelque chose, à la fête, juste avant le meurtre. Oh, je revenais de la tante à Scone, et j'ai vu mademoiselle Craig se disputer avec quelqu'un. Pas Lionel, une femme, grande, cheveux noirs, plutôt élégante. Je n'ai pas entendu ce qui se disait, mais ça avait l'air désagréable. » Les yeux de Miss Marple s'aiguisèrent. « Cela ressemble à Vivian Bracknell. »« Ah oui, la fille du sculpteur. Est-ce une amie de Lionel ?»« C'était des compagnons d'enfance, » dit lentement Miss Marple. « Certains disent même plus. Eh bien, si vous me demandez, quelqu'un était jaloux. » Miss Marple la remercia poliment et prit une note. La jalousie. C'était un mobile aussi vieux que le meurtre lui-même. Miss Marple trouva Vivian Bracknell au cottage de son père à la sortie de la ville. Elle ouvrit la porte elle-même, la joue tachée de peinture, les manches retroussées, les yeux braqués. « Je suppose que vous êtes ici à propos d'Annabelle, » dit-elle. Miss Marple sourit. « J'apprécierais un mot. » Ils étaient assis dans le petit jardin, parmi les dahlias en pot et les sculptures à moitié terminées. Vivian alluma une cigarette et regarda au loin. « Je ne l'ai pas tué, » dit-elle enfin. « Disons-le-nous-en. » « Je n'ai jamais dit que tu l'avais fait. » Elle me détestait, tu sais. Elle me trouvait bizarre, comme une écolière dont Lionel n'avait pas encore complètement grandi. « Et tu la détestais. » Vivian expira lentement. Je la plaignais, elle était fragile, toujours sur scène, mais oui, je la détestais. Elle se servait de Lionel. Pour l'argent, pour son statut social. Elle n'avait aucune intention de rester. Et pourtant tu t'es disputé avec elle à la fête. Le regard de Vivian se posa sur Miss Marple. « Qui t'a dit ça ?» Miss Marple se contenta de sourire. « Elle a dit quelque chose d'ignoble, » murmura Vivian. « Elle a dit que je serais toujours un paysage local, comme une enseigne de pub ou un chemin boueux. Elle a dit que Lionel n'était avec moi avant que parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et comment as-tu réagi ? » Je lui ai dit que, quoi qu'elle pensait avoir sur lui, ça ne durerait pas, que si elle lui faisait du mal, elle le regretterait. Il y eut un silence. « Je ne l'ai pas tué, » répéta Vivian, plus doucement cette fois. « Je te crois, » dit Miss Marple, et elle l'a fait. Mais quelque chose est resté dans les mots de Vivian. Peu importe ce qu'elle pensait avoir sur lui, alors Annabelle avait quelque chose. La question était « quoi ?» et qui était le plus menacé, Lionel ou quelqu'un d'autre ? Chapitre 6. Une photographie dans le grenier mercredi matin, le temps s'est gâté. Une bruine lente s'abattait sur Elmsworth, trempant les haies, formant des flaques sur les pavés et aplatissant les derniers fanions de fête qui pendaient encore mollement aux clôtures. La grisaille recouvrait le village tel un voile de deuil. Miss Marple, cependant, n'était pas du tout affectée par le temps. Elle se leva tôt, comme toujours, et passa sa matinée, comme elle le faisait toujours après un meurtre, à cuisiner. Il y avait quelque chose dans le rythme mesuré de cette matinée, dans les petits rituels domestiques, qui lui laissait le temps de réfléchir. À 10 heures, un pain au gingembre refroidissant sur le rebord de la fenêtre, elle était prête pour son prochain appel. Cette fois-ci, à nouveau, Grafton Hall. Elle avait prétexté rendre une paire de lunettes qu'Iris Denholm avait laissées à la poste. En vérité, elle voulait revoir la maison elle-même. Non pas les gens, même s'ils étaient eux aussi en train de s'effondrer, mais la structure même des lieux. C'était une vieille maison, tentaculaire et grinçante par endroits, avec des pièces fermées et des souvenirs réduits à l'état de poussière. Miss Marple avait longtemps cru que les grandes maisons de campagne, comme les familles, gardaient leurs secrets dans leurs chambres à l'étage. Elle fut accueillie par M. Parsons, le majordome vieillissant, qui avait l'air plus pâle que d'habitude. « Merci, Parson, dit-elle doucement, je ne vous dérangerai pas longtemps. » Alors qu'il se détournait,
Elle le surprit en train de s'agripper à son côté et de s'arrêter dans les escaliers avec une grimace. « Ça va bien ?»« Oh, juste ma hanche, madame. Ça va et vient, rien à signaler. » Mais Miss Marple a pris note. La douleur avait le don de délier les langues. Elle trouva Iris dans la buanderie, en train de plier du linge avec une précision nerveuse. « Oh, Miss Marple, » dit Iris, surprise. « Je ne m'attendais pas à... »« Vos lunettes, » dit Miss Marple en les brandissant. « Trouvez à la poste. » L'expression d'Iris s'adoucit. « Oh, tu es adorable. Je voulais te demander, Iris, te souviens-tu de quelque chose d'inhabituel dans les chambres mansardées ?» La gouvernante se raidit. « Le grenier ?»« Oui, il me semble qu'il y a des années, certaines pièces étaient fermées à clé. Une des gouvernantes, Miss Templeton, n'est-ce pas, m'a dit un jour que c'était là, qu'on gardait de vieilles mâles et des portraits. » Iris hocha prudemment la tête. « Toujours fermé à clé, je crois. Le colonel Sedgwick garde les clés. C'est surtout un espace de rangement. De la poussière et des objets cassés. »« Curieux, » dit Miss Marple, plus pour elle-même. « Je me demande ce que Miss Craig en a pensé. »« Annabelle, elle n'y est jamais allée. Elle n'a pas posé de questions sur l'histoire de la famille? De vieilles photos ?» Iris fronça les sourcils. « Je ne crois pas, quoique... » Elle marqua une pause. « En fait, maintenant que tu le dis, elle a demandé un jour quelque chose de très étrange à M. Lionel, à la bibliothèque. Oui, je l'ai entendu dire. Que dirait ton père s'il savait la vérité sur l'été 1934 ?» Miss Marple cligna des yeux. « C'est étrange, » dit-elle doucement. « Et qu'a dit M. Lionel ? Rien, il l'a fixé juste, comme si elle l'avait giflé. » Miss Marple se leva. « Merci, Iris. Tu m'as été d'une grande aide. » En début d'après-midi, elle avait ce dont elle avait besoin, une invitation à prendre le thé avec le colonel Sedgwick, organisée par l'intermédiaire de la femme du vicaire, qui prenait toujours sur elle d'apporter des repas aux gentlemen solitaires. Le colonel n'était pas un homme enclin à la chaleur, mais, avec Miss Marple, il était assez poli. « Je dois dire, colonel, dit-elle d'un ton léger, que la maison a conservé une grande partie de sa beauté d'antan, surtout cet escalier mansardé. » Il leva brusquement les yeux. « Le grenier ? Je ne l'ai qu'entrevu, bien sûr. Mais ça m'a fait réfléchir. Il y a sûrement de vieilles photos là-haut, de ta femme, de tes enfants ?» La bouche du colonel se serra. « Ma femme a préféré ne pas être photographiée. » « Ce qui est dommage. Elle était très belle. » Il y eut un long silence. Quelque chose passa derrière ses yeux. Une lueur, pas du chagrin, mais plutôt du regret. « Elle est morte en 1935, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête. « Pneumonie ? Chut. Tragique, » a dit doucement Miss Marple, sitôt après l'été 1934. Silence. Le colonel Sedgwick se leva brusquement. « Je pense que je dois vous demander de partir, Miss Marple. » Elle s'est levée sans faire d'histoire. « Bien sûr, colonel. Je ne vous demande qu'une chose. Que dirait votre fils s'il savait la vérité sur cet été-là ?» Il n'a pas répondu. Mais sa main tremblait légèrement lorsqu'il ouvrit la porte. Ce soir-là, à la faveur du crépuscule, Lionel Sedgwick se glissa seul dans le pub local. Il a commandé 2 boissons, puis les a bues toutes les 2. Sa cravate était lâche, son col de travers et ses yeux vitreux. Vivian Bracknell, assise dans le coin près de la cheminée, le regardait en silence. Il ne l'a pas remarqué. Mais Miss Marple le fit, tandis qu'elle passait tranquillement le long du mur extérieur, revenant de sa promenade du soir. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'en avait pas besoin, parce que le mystère ne se limitait plus à savoir qui avait tué Annabel Craig. Il s'agissait de ce qu'elle avait découvert, et pourquoi cette découverte avait terrifié la moitié du village et l'avait réduite au silence. Chapitre 7. Secrets en sépia. Le grenier était plus sombre que prévu. L'ampoule au-dessus de la tête de Miss Marple vacilla 2 fois avant de se stabiliser en une lueur ambrée terne, à peine suffisante pour distinguer les bords des malles poussiéreuses et des meubles abîmés qui bordaient en les murs tels des soldats oubliés.
L'air sentait la naphtaline et les roses fanées depuis longtemps. C'était Iris qui l'avait laissé entrer. « Je ne devrais pas, » avait-elle murmuré en ouvrant la porte d'une main tremblante. « Le colonel serait furieux. »« Je serai rapide, » lui assura Miss Marple. « Je dois juste vérifier quelques petites choses. Ensuite, je m'en vais. » Maintenant, debout dans l'obscurité, elle ouvrit soigneusement le couvercle d'un coffre en cuir usé estampillé « Sedgwick, né Sons, 1912 ». À l'intérieur se trouvaient les détritus habituels de la vie de famille d'autrefois. Des chaussures de bébé, des lettres nouées avec un ruban délavé et une photo noir et blanc encadrée d'une femme coiffée d'un chapeau de soleil, souriant faiblement à côté d'un homme en uniforme. Il se tenait devant un pavillon d'été qu'elle reconnut vaguement comme ayant appartenu au domaine de Farnley, aujourd'hui démoli depuis longtemps, mais ce n'est pas la photographie qui a retenu son attention. C'était ce qui avait été caché derrière, une lettre, décellée. Fragile avec l'âge, elle le sortit et lut, les yeux plissés. « Très chère, elle, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne serai plus ton secret. Je mérite mieux que des nuits à voix basse et des après-midi. Caché. Si ton père savait, oui, il te renierait, mais il n'aurait pas tort de le faire. Je ne t'appartiens pas et je ne resterai pas silencieux pendant que tu feras comme si de rien n'était. J'irai voir les journaux s'il le faut, pas de nom, pas de signature. » Mais Miss Marple reconnut l'écriture. Elle l'avait vue dans un coin d'une carte d'invitation à la fête. Elle l'avait vue dans l'agenda d'Annabel Craig. La lettre n'était pas vieille. Cela avait été écrit récemment et ce n'était pas adressé au colonel Sedgwick. C'était destiné à Lionel. En bas, Lionel Sedgwick se tenait devant le piano, à queue jouant sans cesse un accord aigre, comme s'il essayait de trouver un son qui corresponde à celui qu'il trouvait dans sa poitrine. « Monsieur Sedgwick » lança Iris d'un ton prudent. « Miss Marple est partie il y a quelques minutes. » Il hocha la tête distraitement. « Merci. » Lorsqu'elle fut partie, il sortit quelque chose de sa poche, une photo déchirée, juste le coin d'une femme souriante, portant un chapeau d'été. Il la regardait pendant un long moment, puis, avec précaution, il le déchira en deux. Ce soir-là, Miss Marple prit le thé avec le révérend Calthorpe, qui n'avait jamais aimé les commérages, mais qui s'y trouvait désormais plongé jusqu'au cou. Le salon du presbytère était chaud, le thé trop fort, et sa jeune épouse rôdait anxieusement avec une assiette de crèmes anglaises. « Je crois qu'Annabel Craig faisait chanter quelqu'un, » dit Miss Marple sans détour, une fois les plaisanteries terminées. Le vicaire cligna des yeux. « Mon Dieu, Miss Marple, en êtes-vous sûre ? J'en suis rarement certaine, » dit-elle modestement. « Mais j'ai souvent raison. » Elle n'avait pas vraiment l'air d'être du genre, murmura Madame Calthorpe. Quoique, eh bien, j'ai entendu dire par Edith Blanche qu'Annabel posait des questions sur l'été 1934. Apparemment, elle a fait plusieurs demandes de renseignements aux archives de Dunwich la semaine dernière. Elle enquêtait sur des affaires immobilières anciennes. Miss Marple leva brusquement les yeux. Le bureau des archives? Madame Calthorpe hocha la tête. Des transferts de propriété, je crois. D'anciens titres de propriété. Mon Dieu, dit Miss Marple. Quel travail! Son esprit tourbillonnait. Des actes de succession, des secrets de 1934, et une femme déterminée à ne pas disparaître. Annabel Craig était venue à Grafton Hall, non pas pour épouser Lionel, mais pour le coincer, pour exploiter une vérité qu'il ne pouvait plus se permettre de taire. La seule question qui restait était « Que s'était-il passé cet été-là? Et qui d'autre risquait de tout perdre si cela sortait ?» Cette nuit-là, le vent s'est levé, faisant trembler les vitres d'Elmsworth. La pluie s'abattait en trombe, inondant les champs et faisant murmurer les gouttières. À Grafton Hall, une porte s'est ouverte en grinçant dans l'aile ouest, l'ancien couloir de la crèche, longtemps inutilisé. Quelqu'un s'est déplacé à l'intérieur, pieds nus. Pas prudent, la silhouette s'arrêta devant une armoire verrouillée et récupéra une clé d'une chaîne autour de son cou. À l'intérieur, parmi les livres de comptes et les registres, se trouvait une enveloppe, vierge, scellée à la cire. Ils l'ont ouvert. À l'intérieur se trouvaient 2 photographies,
L'une d'une jeune fille souriante d'à peine 17 ans, en uniforme de femme de chambre, et une autre d'un jeune homme en tenue de cricket blanche, lui tenant la main. Ils ont regardé les photos pendant un long moment, puis, doucement, ils se mirent à pleurer. Chapitre 8. La servante qui a disparu le lendemain matin, Miss Marple reçut un visiteur inattendu. C'était Iris Denholm, la gouvernante. Serrant une enveloppe abîmée et ayant l'air d'avoir vu un fantôme. « Miss Marple, dit-elle à bout de souffle, je crois que je me suis souvenu de quelque chose. »« Entrez, ma chérie, » dit Miss Marple. La faisant entrer et lui servant une tasse de thé, Iris prit une gorgée tremblante. C'était après la visite d'Annabel à Dunwich. « Je l'ai vue ce soir-là, à la bibliothèque de Grafton. Elle tenait cette enveloppe. » Iris la brandit, jaunie au coin, mais récemment ouverte. Elle l'a laissée à la poubelle. Je n'allais pas la lire, je vous jure. Mais j'ai vu le nom et je n'ai pas pu m'en empêcher. Miss Marple prit l'enveloppe doucement. Elle était adressée à Mademoiselle Alice Gray, Grafton Hall, anciennement, été 1934. À l'intérieur se trouvait une courte lettre, manuscrite, aiguë, froide. On t'avait prévenu, tu aurais dû disparaître discrètement. Si tu reviens, il y aura des conséquences. Ta place n'est pas ici. Tu n'y étais jamais. Aucune signature, aucune gentillesse, juste une menace. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent. « Alice Gray », murmura-t-elle. La servante disparut. Iris hocha la tête avec ferveur. « Oui, c'est bien celle-là. Je n'étais qu'une enfant. À l'époque, mais je m'en souviens. On disait qu'elle avait été renvoyée. En disgrâce, disait-on. Mais personne ne nous a jamais dit pourquoi. Et puis, elle a tout simplement disparu. Exactement. Pas un mot depuis. J'ai tout simplement disparu. » Miss Marple se leva lentement, comme si la pièce avait bougé sous elle. Il ne s'agissait plus seulement d'Annabel Craig, il s'agissait d'Alice Gray. Et quoi qu'il lui soit arrivé cet été-là, quelqu'un l'avait tuée pour que cela reste. Enterrée. Plus tard dans la journée, Miss Marple se rendit chez Madame Edith Blanche, autrefois jeune femme de chambre à Grafton, aujourd'hui veuve, à la langue bien pendue et à la mémoire encore plus vive. Elle aimait les bonbons au citron, mais pas les Sedgwick. « Tu es venu te renseigner sur cette fille, n'est-ce pas ?» dit-elle, après que Miss Marple eut posé des questions polies. « Alice Gray, oui. » Madame Blanche se pencha en arrière avec un soupir. « Elle était gentille ? Trop gentille, vraiment. Le genre que les hommes remarquent, jolie, discrète. Elle ne causait jamais d'ennui jusqu'à ce qu'elle le fasse. »« Oh, ce qui s'est passé ?» La vieille femme hésita. « Je n'en suis pas certain. Mais il y a eu une dispute, tard un soir, pendant l'été 1934. Des voix s'élevèrent dans l'aile est. Le colonel Sedgwick, le garçon, le frère de Lionel, et Alice. Le lendemain matin, elle avait disparu. Lionel a un frère ? Madame Blanche renifla. Il avait Peter, plus jeune d'1 an, un monstre. Il s'est cassé le cou dans un accident de cheval quelques mois plus tard, une histoire horrible. Après ça, plus personne n'a parlé d'Alice. Miss Marple absorba cela en silence. 2 garçons, l'un est parti, l'autre est blessé, une femme de ménage qui a disparu. Et maintenant, des décennies plus tard, une femme qui déterre le passé, Annabel Craig, est retrouvée assassinée. Elle remercia Madame Blanche et partit, l'esprit en ébullition. Elle passa devant le vieux cimetière sur le chemin du retour, et quelque chose la fit s'arrêter. La parcelle familiale Sedgwick se trouvait à l'arrière, ombragée par un saule. Les pierres tombales s'alignaient en succession ordonnée. Colonel Arthur Sedgwick, Margaret Sedgwick, épouse bien-aimée. Peter Sedgwick, 1915-1934. Miss Marple s'agenouilla pour l'examiner de plus près. Les dates correspondaient, mais quelque chose n'a pas fonctionné. L'inscription était plus récente que prévu, pas fraîche, mais restaurée, comme si quelqu'un l'avait délibérément nettoyée. Récemment, elle tendit la main et écarta un peu de mousse. Et là, légèrement gravée sous le nom de Peter, se trouvait une ligne qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il est mort
avec des secrets dans son cœur. Miss Marple se leva lentement. Donc, Peter est mort la même année où Alice a disparu, et Annabelle, intelligente et effrontée, avait découvert quelque chose à ce sujet, quelque chose d'assez accablant pour détruire le nom de Sedgwick. Ce soir-là, alors que la brume descendait des collines et enveloppait Elmsworth dans son silence silencieux, Miss Marple fit quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle sortit un morceau de papier à écrire et rédigea une note. « Inspecteur Cray, je crois avoir trouvé votre mobile, peut-être même votre meurtrier, mais nous devons parler doucement. Et vite !» Elle le plia, le scella et le donna au garçon du vicaire pour qu'il le lui remette. Puis elle se rassit dans son fauteuil, les yeux fixés sur le feu, son tricot intact, sur ses genoux, parce que la vérité, une fois découverte, reste rarement immobile. Et le passé avait des dents. Chapitre 9. Le retour de l'inspecteur Cray, l'inspecteur Miles Cray, n'était pas un homme facilement impressionné, surtout par les dames âgées, avec des paniers à tricoter et une réputation de remarquer les choses. Mais après l'étrange affaire de St. Mary Mead, l'affaire du gâteau de mariage empoisonné, il avait appris à prendre Jane Marple au sérieux. Alors, lorsque sa note arriva à la police d'Elmsworth, dans l'écriture impeccable qu'il reconnaissait désormais, il arriva sans délai. Il la trouva chez elle, exactement comme prévu. Service à thé, feu allumé, une éponge Victoria sur le buffet, intacte, et un petit carnet posé à côté de son fauteuil, fermé. « Inspecteur » dit-elle en souriant faiblement. « Pardonnez-moi le court préavis. » Cray retira son chapeau et s'assit raidement. « Vous avez dit avoir un mobile. Peut-être un tueur ? Oui, même si les deux n'appartiennent peut-être pas à la même. » Personne. Il haussa un sourcil. « Vas-y. » Miss Marple croisa les mains. « Je crois qu'Annabelle Craig a découvert quelque chose d'enfoui, au sens figuré, sinon au sens propre, à l'été 1934. Plus précisément, un scandale impliquant la famille Sedgwick, une femme de chambre nommée Alice Gray et la mort subite de Peter Sedgwick. » Cray fronça les sourcils. « Peter Sedgwick ? Je croyais qu'il était mort dans un accident de cheval. » C'est ce qu'on a dit, mais j'ai des raisons de croire que sa mort a peut-être été opportune. Elle lui tendit l'enveloppe qu'Iris avait trouvée pour Cray lut la lettre, puis, plus lentement, « C'est une menace. » Oui, et je crois qu'il avait été écrit récemment, pas en 1934. Probablement pour quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un comme Annabelle. Mais pourquoi se soucierait-elle d'une femme de chambre qui a disparu il y a 88 ans? Parce qu'Annabelle n'était pas seulement en visite à Grafton Hall en tant qu'invitée de Lionel. Elle enquêtait. Elle examinait les titres de propriété, les héritages, les noms discrètement effacés des registres. Et parce qu'elle avait peut-être un lien avec Alice Gray, Cray cligna des yeux. « Tu crois qu'elle était de la famille ?» Je pense qu'elle aurait pu être la fille d'Alice. Une longue pause. Le crépitement du feu était le seul bruit. Miss Marple continua. Cela explique pourquoi Annabelle a accepté les fiançailles si rapidement, pourquoi elle a insisté pour se rendre à Grafton et pourquoi elle a passé autant de temps à poser des questions qu'aucune mariée ne pose habituellement. Elle cherchait la vérité, et elle l'a trouvée. Cray fixa à nouveau l'enveloppe. « Et quelqu'un l'a tuée pour ça ?»« Oui, » répondit simplement Miss Marple. « Quelqu'un qui a encore quelque chose à cacher. » Cray partit peu de temps, après se dirigeant directement vers Grafton Hall, la mâchoire serrée. Il trouva Lionel Sedgwick dans le bureau, à moitié ivre et moins calme que d'habitude. « Parle-moi de ton frère, » dit Cray sans préambule. Lionel se raidit. « Peter ?»« Oui, celle qui est morte après la disparition de la femme de ménage. »« Que s'est-il passé ?» La voix de Lionel baissa. « C'était un accident, une chute. On roulait, il a perdu le contrôle. Est-ce vraiment ce qui s'est passé ?» Lionel hésita, puis « Nous nous sommes disputés. » À propos d'Alice Gray, Lionel détourna le regard. Elle était enceinte. Les yeux de Cray se rétrécirent. Pierre était-il le père? Je ne sais pas, dit Lionel d'une voix rauque. Peut-être. Il l'aimait, mais mon père, il l'a découvert.
Il y a eu des cris. Peter a dit qu'il l'épouserait. Mon père l'a traitée de croqueuse de diamants. Et puis elle a disparu. Elle a été renvoyée. Discrètement. La semaine suivante, Peter a éliminé un des chasseurs, malgré les conseils des palefreniers. Sol mouillé. Le cheval a glissé. Il ne s'est jamais relevé. Croyez-vous que c'était un accident? Lionel n'a pas répondu. Cray laisse planer le silence. Qui a écrit la lettre menaçant Alice? Toujours pas de réponse, mais la main de Lionel tremblait légèrement et son regard se porta brièvement sur la bibliothèque, sur l'épais registre noir posé sur la deuxième étagère. Cray a classé ça. Cette nuit-là, Miss Marple fit une promenade solitaire dans le village. La brume persistait, effleurant les haies et s'enroulant autour des lampadaires comme des doigts. Elle marchait sans direction, laissant ses pensées se poser comme des feuilles dans de l'eau calme. Annabelle avait découvert un scandale oublié. Elle avait probablement trouvé des preuves, des photos, des lettres, peut-être même des actes de naissance. Elle avait confronté quelqu'un. La question était « Qui ?» Lionel avait un mobile. Le colonel Sedgwick aussi. Mais il y en avait d'autres, plus discrets, plus prudents, des gens qui vivaient à Grafton Hall depuis des décennies. Et puis il y avait Vivian Bracknell, le compagnon. L'ombre oubliée, toujours à l'affût, toujours là. Miss Marple avait connu une femme comme elle, en Cornouailles, qui maintenait le foyer en activité pendant que la famille s'autodétruisait. Elle connaissait tous les secrets et avait tué pour en protéger un. Viviane servait les Sedgwick depuis l'âge de 19 ans, et elle avait été autrefois brièvement amoureuse de Peter Sedgwick. Miss Marple s'en souvenait maintenant. Une confidence murmurée par Iris il y a des années, et à ce moment-là, alors que les cloches de l'église sonnaient 9 heures, Miss Marple savait à qui elle devait rendre visite ensuite. Pas le colonel, pas Lionel, mais Vivian Bracknell. Parce que le tueur n'était pas l'homme qui avait le plus à perdre. C'était la femme qui avait tout perdu, une fois, et qui ne le perdrait plus. Chapitre 10. La loyauté du compagnon. Le salon de Vivian Bracknell était aussi bien rangé que la femme elle-même, soigné, épuré et silencieux. Chaque chose était à sa place. La brosse à cheveux en argent, la pile de livres bien ordonnée sur la table d'appoint, l'unique vase de lys. Pas de chaos, pas de désordre. Même la poussière n'osait pas s'y attarder. Miss Marple était assise en face d'elle, les mains jointes sur ses genoux. Le thé était servi, intact. « J'imagine que vous êtes venu pour poser des questions sur la fille, » dit Vivian, sans préambule. Miss Marple inclina doucement la tête. « Laquelle, Miss Bracknell? Alice Gray ou Annabel Craig ?» La bouche de Vivian tressaillit à peine, mais elle était là, le scintillement de la reconnaissance. « Je n'ai jamais connu Annabel, » dit-elle d'un ton neutre. C'était une inconnue. « Oh, mais les étrangers arrivent-ils rarement sans raison ?» dit doucement Miss Marple. Elle est venue découvrir ce qui était arrivé à sa mère, et à toi. Les mains de Vivian se raidirent autour de sa tasse de thé. À moi. Tu étais amoureuse de Peter Sedgwick. Le silence entre eux devint long et cassant. J'avais 17 ans, dit enfin Vivian. Il était gentil avec moi. J'ai pris ça pour de l'affection. Ça arrive, non? Les filles idiotes, aux grands yeux. La voix de Miss Marple resta douce. Tu n'étais pas la seule. Alice Gray était gentille aussi. Assez gentille pour que Peter tombe vraiment amoureux. C'est ça qui m'a fait le plus mal, non? Un souffle brusque. Mademoiselle Marple, je ne vois pas. Tu es restée à Grafton, loyal, obéissant. Tu as assisté au renvoi d'Alice. Tu as vu Peter mourir. Et tu as vu le colonel étouffer tout cela dans le silence? Vivian se leva brusquement. Je ne sais pas ce que vous pensez suggérer. Je crois que tu aimais Peter. Assez pour détester la fille qui t'a remplacé. Assez pour garder son secret enfoui pendant des décennies. Et quand ce secret est revenu sous la forme de sa fille, tu as été terrifié. Viviane se détourna, les bras croisés sur la poitrine. Sa voix était faible. « Oh, tu ne comprends pas? Je comprends mieux que tu ne le penses, » dit doucement Miss Marple.
J'ai vu ce que la solitude peut faire à un cœur, j'ai vu comment la loyauté devient une cage, mais tu as tué une jeune femme pour préserver un mensonge qui ne t'a jamais appartenu. » Il y eut une longue pause, puis Viviane se retourna. Ses yeux, perçants, sombres, cernés par l'âge, brillaient de larmes. Elle ne s'arrêterait pas. Annabelle. Elle a dit qu'elle parlerait publiquement, que le colonel serait déshonoré, que Lionel n'hériterait peut-être pas. Tout s'effondrerait. Tout ce que j'avais maintenu pendant toutes ces années. Tu l'as étouffé, dit Miss Marple doucement, avec l'écharpe de son propre sac, dans la salle de musique, là où personne ne pouvait entendre. Viviane s'enfonça dans le fauteuil comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. « Je ne voulais pas lui faire de mal, murmura-t-elle, mais elle m'a regardé avec les yeux de sa mère, et j'ai paniqué. » Cette nuit-là, l'inspecteur Cray est revenu discrètement à Grafton Hall et a arrêté Viviane Bracknell dans la pièce même où elle avait autrefois brossé le col de Peter Sedgwick et lissé sa cravate avec l'espoir insensé d'une fille. Elle n'a pas résisté. Elle a seulement demandé si elle pouvait être autorisée à emballer elle-même ses pinceaux. Le lendemain matin, Miss Marple était assise dans le jardin du presbytère, tricotant à la main sa tasse de thé à côté d'elle. Les oiseaux étaient de retour, la brise chaude. La vie, revenue. Le révérend Calthorpe la rejoignit en secouant lentement la tête. « C'est terrible, murmura-t-il. Tu crois qu'elle sera pendue ? » ?»« Non, répondit Miss Marple d'une voix douce. Je pense qu'elle sera déclarée inapte. Peut-être l'a-t-elle toujours été pas folle, vous comprenez, mais prisonnière d'un chagrin qu'elle n'a jamais surmonté. Et le colonel, il n'en parlera jamais. Les hommes comme lui le font rarement. Et le village ? Elle eut un petit rire. Ils oublieront les faits et se souviendront des ragots. C'est comme ça que ça marche. Et vous, Miss Marple, de quoi vous souviendrez-vous ? Elle s'arrêta, puis leva les yeux, ses yeux sages et calmes. Je me souviendrai du courage d'Annabelle. Il faut du courage pour chasser les fantômes, surtout quand il s'avère que ce sont les vôtres. Chapitre 11. Réflexion silencieuse. Le village d'Elmsworth retrouvait son rythme paisible. Les cloches de l'église sonnaient pour la messe du dimanche, les enfants jouaient sur la place du village, et la charrette du facteur parcourait les ruelles avec un bruit de normalité retrouvée. Mais sous le calme, Miss Marple savait que certaines blessures restaient fraîches et invisibles. Elle était assise dans son salon douillet, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les rideaux de dentelle, un nouveau livre non ouvert posé sur ses genoux. Au lieu de cela, ses doigts étaient occupés avec ses aiguilles à tricoter, tissant des motifs tandis que son esprit démêle les fils emmêlés des semaines précédentes. Ses pensées se tournèrent vers Annabelle Craig, la jeune femme pleine, d'entrain qui avait cherché la vérité et l'avait payée de sa vie. Combien d'autres, à Elmsworth, avaient des secrets trop lourds à porter? Il y avait Lionel Sedgwick, qui faisait désormais face à un avenir sans la femme qu'il devait épouser et hanté par la mort de son frère. Iris Denholm, qui a porté le poids d'années de travail silencieux en arrière-plan, observant les événements se dérouler comme un observateur distant, et même le révérend Calthorpe, dont la foi a été mise à l'épreuve par l'obscurité qui a frappé sa paisible paroisse. Un léger coup interrompit sa rêverie. « Entrez !» cria-t-elle. La porte s'ouvrit et Iris entra. Un sourire prudent sur son visage. « Mademoiselle Marple, je voulais vous remercier. »« Pour tout. » Miss Marple sourit chaleureusement. « Tu es très gentille, Iris. Parfois, les plus petits actes de courage font toute la différence. » Iris hésita. « Pensez-vous que le village guérira vraiment un jour ?» Miss Marple réfléchit. Le temps a le don d'adoucir même les cicatrices les plus profondes. Les gens oublieront la douleur et se souviendront des histoires, certaines. En vrai, d'autres enjolivées, mais les leçons demeurent, hein, si nous choisissons de les voir. Iris hocha la tête pensivement. Merci, Miss Marple, de nous rappeler qu'il faut voir au-delà des apparences. Alors qu'Iris partait, Miss Marple retourna à son tricot, le clic régulier des aiguilles constituant un rythme apaisant. Dehors,
Le jardin était animé par le bourdonnement des abeilles et le parfum des roses en fleurs. Et dans le calme, Miss Marple s'autorisa un rare moment de paix. Chapitre 12. Ombre sur Grafton des semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Vivian Bracknell, et la vie à Grafton Hall s'était installée dans un calme précaire. Les murs du grand domaine semblaient plus lourds, comme s'ils portaient le poids de secrets nouvellement découverts. Miss Marple se retrouva de plus en plus souvent attirée vers le village, sa présence étant un réconfort réconfortant pour ceux qui étaient encore instables. Un après-midi, alors qu'elle se promenait le long de la ruelle en direction du magasin du village, elle remarqua Lionel Sedgwick assis sur un banc sous le vieux chêne. Il paraissait plus vieux, les rides du chagrin étaient profondément gravées sur son visage. « Lionel », le salua-t-elle doucement. Il leva les yeux et afficha un sourire fatigué. « Mademoiselle Marple, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« J'aime garder les pieds aspects sur terre, » dit-elle avec un clin d'œil. Il soupira. « Ça t'a été difficile, tu sais. Le hall semble vide, sans les ombres du passé, mais ces ombres persistent. »« Que veux-tu dire ?» Il hésita, puis parla doucement. « Depuis l'arrestation, des lettres sont arrivées, des menaces, des notes anonymes avertissant de laisser le passé enfoui. » Les yeux de Miss Marple s'aiguisèrent. « Quelqu'un ne veut pas que la vérité soit entièrement révélée. » Lionel hocha la tête. « Je ne sais pas qui, mais ils veulent nous faire taire. » Miss Marple prit une inspiration, le frisson familier d'un mystère revenant. « Le passé a des griffes, Lionel, mais le courage aussi. » Il la regarda, l'espoir vacillant dans ses yeux. « Pensez-vous qu'il y a plus à trouver ? Peut-être, » dit-elle doucement. « Mais pour l'instant, il faut rester vigilant. Parfois, le plus grand danger réside dans les non-dits. » Chapitre 13. Le secret du grand livre. Ce soir-là, la salle des fêtes était silencieuse, à l'exception du léger bruissement des papiers et du faible murmure des voix. Miss Marple avait persuadé l'inspecteur Cray de l'accompagner à la bibliothèque de Grafton Hall, où le mystérieux registre noir attendait sur une haute étagère. Avec précaution, Cray récupéra le lourd volume, sa couverture en cuir usé et son dos fissuré par le temps. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il en feuilletant les pages. Miss Marple regarda attentivement, ses yeux scrutant l'encre fanée. « Il semble que ce soit un relevé des dépenses du ménage. Mais regardez ici. » Elle a pointé du doigt une entrée datée de juillet 1934, marquée d'un symbole inhabituel, un petit poignard. À côté, il y avait une mention. « Paiement spécial, confidentiel. » Cray fronça les sourcils. « Qui recevrait de tels paiements ?»« Quelqu'un impliqué dans l'affaire, » dit doucement Miss Marple. Ils ont tourné les pages, découvrant d'autres entrées cryptiques, des paiements à des noms inconnus, des sommes énumérées sans explication. Soudain, une lettre pliée s'est glissée entre les pages. Miss Marple le déplia soigneusement. La lettre était adressée au colonel Sedgwick, rédigée à la hâte. Il y était question d'une liaison dangereuse, d'une promesse de silence, et d'un avertissement selon lequel, si la vérité éclate, tout sera perdu. La mâchoire de Cray se serra. Ce registre confirme la dissimulation. Miss Marple hocha la tête. Et le prix à payer pour garder les secrets enfouis est très élevé. Alors qu'ils fermaient le livre, un craquement résonna derrière eux. Tous deux se retournèrent brusquement. À la porte se tenait le neveu de Vivian Bracknell, un homme auquel ni l'un ni l'autre ne s'attendait. Chapitre 14. Un visiteur inattendu. L'homme dans l'embrasure de la porte était grand, sa posture tendue, les yeux perçants sous un sourcil froncé. « Je suis Thomas Bracknell », dit-il d'une voix ferme, mais empreinte d'urgence. « Le neveu de Vivian. » Miss Marple hocha gentiment la tête. « Nous ne vous attendions pas, monsieur Bracknell. » Thomas avança, une sacoche en cuir à la main. « Je suis venu dès que... » J'ai entendu parler des troubles à Grafton Hall. Il y a plus de choses derrière tout ça qu'on ne le pense. L'inspecteur Cray croisa les bras. Nous serions ravis de connaître votre avis. Thomas ouvrit le sac et en sortit un paquet de lettres,
et de photographies décolorées. Ces objets appartenaient à ma tante, expliqua-t-il. Elle les a cachés pendant des années. Miss Marple prit une lettre avec précaution et lut l'élégante écriture. « Il semble que ta tante protégeait quelqu'un ou quelque chose du passé. » Thomas hocha la tête. Elle craignait le pouvoir des Sedgwick, mais elle était tiraillée entre loyauté et vérité. « Je soupçonne, songea Miss Marple, qu'elle était prise dans une toile bien plus emmêlée que nous ne le pensions au départ. » Cray leva brusquement les yeux. « Que veux-tu dire ?»« Il existe un secret de famille qui pourrait tout changer, » dit Thomas à voix basse. « Un secret qui pourrait expliquer la disparition d'Alice Gray et la mort de Peter Sedgwick. » Les yeux de Miss Marple brillèrent. Alors, il semble que nous ayons beaucoup à découvrir. Chapitre 15. Les fils du passé Thomas. Bracknell étalait lettres et photographies sur la grande table en chêne de la bibliothèque de Grafton Hall. Chaque pièce semblait porter un poids considérable, témoignage silencieux d'histoires longtemps enfouies. Miss Marple prit une photo, en noir et blanc, montrant une jeune femme aux yeux saisissants, indéniablement Alice Gray. À côté d'elle se tenait Peter Sedgwick, un bras protecteur autour de ses épaules. « L'une des rares images connues d'Alice, » dit Thomas doucement. Ma tante la chérissait. Miss Marple examina une lettre datée peu avant la disparition d'Alice. L'écriture était frénétique. « Suppliante. C'est d'Alice à Vivian, observa-t-elle. Elle était désespérée. Elle cherchait de l'aide. » Thomas hocha la tête. Ma tante était déchirée. Elle a essayé de protéger Alice de la colère de la famille, mais elle a finalement échoué. L'inspecteur Cray se pencha en avant. Et le contenu de cette lettre, un indice sur la menace qui pesait sur Alice? Miss Marple lut à voix haute une phrase glaçante. « Si Peter ne peut pas me protéger, je crains pour ma vie. Ils veulent me faire taire. »« Qui sont-ils » demanda Cray. « Quelqu'un de puissant » répondit Miss Marple. « Le genre de personne capable d'effacer une personne sans laisser de traces. » Thomas soupira. « Ma tante n'en a jamais parlé, mais je crois qu'elle a porté le fardeau seule. » Le regard de Miss Marple s'éloigna. Il est clair que la loyauté et la peur tissaient une toile dangereuse, mais la vérité a tendance à se faufiler entre les mailles du filet. Alors que les ombres du soir s'allongeaient, le trio comprit que le cœur du mystère battait encore sous des couches de silence, attendant que les derniers fils soient tirés. Chapitre 16. La volonté cachée le lendemain matin. Miss Marple et l'inspecteur Cray se dirigèrent vers le bureau poussiéreux et rarement utilisé de feu Peter Sedgwick. La pièce sentait le vieux cuir et les souvenirs oubliés. L'air était chargé d'histoire. Thomas Bracknell les accompagnait, serrant une fine enveloppe avec des mains tremblantes. « J'ai trouvé ça parmi les affaires de ma tante, » dit-il, doucement en le lui tendant. Miss Marple brisa le sceau et sortit un document plié, un testament daté de l'année précédant la mort de Peter. Ses yeux parcoururent rapidement la page. Le testament désignait Alice Gray comme principale bénéficiaire d'une part considérable de la succession de Peter. Cray siffla doucement. « Ça change tout. Cela explique pourquoi la famille voulait la faire disparaître, songea Miss Marple. Non seulement elle était enceinte de Peter, mais elle risquait d'hériter d'une fortune et d'un statut qui menaçait le contrôle des Sedgwick. » Thomas avait l'air grave. Pas étonnant qu'il l'ait réduite au silence. Miss Marple plia soigneusement le document. « Et pas étonnant qu'Annabelle soit venue réclamer justice. » Cray secoua la tête. « C'est un enchevêtrement d'amour, de trahison et de cupidité. » Miss Marple sourit faiblement. « En effet, inspecteur, mais c'est dans ces enchevêtrements que se cache souvent la vérité. » Chapitre 17. La confession silencieuse. Ce soir-là, le village était enveloppé d'une douce brume lorsque Miss Marple retourna au presbytère. Les révélations de la journée pesaient lourdement sur son esprit. Le révérend Calthorpe l'accueillit chaleureusement. « Oh, un lourd fardeau à porter, n'est-ce pas ?» Miss Marple hocha la tête. « Les secrets ont le don de façonner des vies
et parfois même de les détruire. Le révérend hésita avant de parler. « Il y a encore une chose que je dois vous dire. Une confession que j'ai entendue il y a longtemps, mais que je n'ai jamais partagée. » Les yeux de Miss Marple brillaient d'intérêt. « Cela concerne Lionel Sedgwick, » poursuivit le révérend. « Avant la mort de Peter, Lionel s'est confié à moi, craignant que des ténèbres ne l'entourent. »« A-t-il dit ce qui l'a effrayé ?» demanda Miss Marple. « Seulement que la famille avait des choses à cacher, des choses qui pouvaient tous les ruiner. » Miss Marple insista doucement. « A-t-il parlé d'Alice Gray ?» Le révérend soupira. « C'est vrai. Il croyait qu'elle était la clé pour découvrir la vérité, et que la protéger était son devoir. » Le cœur de Miss Marple s'adoucit, et pourtant il était impuissant. Le révérend hocha la tête, et parfois les cœurs les plus forts sont prisonniers du silence. Miss Marple joignit les mains. « Merci de m'avoir fait confiance. » Alors que la brume s'enroulait autour des clochers du village, elle résolut de s'assurer que le silence ne protégerait plus l'injustice. Chapitre 18. L'indice Finalone, vent froid, balayait Elmsworth alors que Miss Marple et l'inspecteur Cray retournaient une fois de plus à Grafton Hall, cette fois pour examiner la salle de musique où Annabel Craig avait rencontré sa fin tragique. La pièce était faiblement éclairée, les lourds rideaux tirés, les ombres s'accumulaient dans les coins comme des témoins silencieux. Les yeux perçants de Miss Marple scrutèrent les environs, se posant sur une légère marque près de la cheminée, une égratignure sur le plancher poli. S'agenouillant, elle souleva doucement la planche, révélant un petit compartiment caché en dessous. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié, une page de journal, jaunie par le temps mais lisible. L'entrée était datée peu avant la mort d'Annabel. Ils observent et attendent, mais je ne me tairai pas. La vérité me libérera, même si cela me coûte tout. L'inspecteur Cray fronça les sourcils. Qui peuvent bien être ils? Miss Marple regarda pensivement autour d'elle. Ceux qui craignaient d'être exposés, ceux qui croyaient que le pouvoir valait n'importe quel prix. Elle plia soigneusement la page et la glissa dans sa poche. « Ceci, dit-elle doucement, est la pièce finale. » Dehors, le vent portait le faible son des cloches de l'église. Un rappel que la justice, bien que retardée, sonnerait bientôt juste. Chapitre 19. Démasquer la vérité là. Salle des fêtes était remplie de curieux. L'atmosphère était chargée d'impatience. Miss Marple avait demandé un rassemblement, insistant pour que la vérité soit dévoilée à tous. L'inspecteur Cray se tenait à l'avant, vigilant mais respectueux. Thomas Bracknell observait la scène avec anxiété depuis l'arrière. Miss Marple s'avança, sa présence calme, attirant l'attention. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, ces dernières semaines ont révélé bien des chagrins et bien des secrets. Ce soir, je souhaite partager ce que j'ai découvert. » Elle a parlé du testament caché de Peter Sedgwick, de la dissimulation qui a fait taire Alice Gray et du destin tragique d'Annabel Craig. Elle a détaillé l'acte désespéré de Vivian Bracknell, né de la peur et de la loyauté, et non de la malveillance. Des murmures parcoururent la foule. « Mais l'histoire ne s'arrête pas là, » poursuivit Miss Marple. « Il y en a un autre qui a cherché à garder ses secrets enfouis. » Son regard se posa sur le colonel Sedgwick, assis, raide et pâle. Il en savait plus qu'il ne l'admettait, et son silence a permis à l'injustice de s'envenimer. Le colonel se leva lentement, le visage rouge. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour protéger l'honneur de ma famille. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Mais l'honneur ne se construit pas sur des mensonges. » Un lourd silence s'ensuivit. Puis, Thomas Bracknell s'est avancé. « Nous devons en tirer des leçons, et non l'oublier. Le village mérite la vérité et la guérison. » La foule hocha la tête, un pas hésitant vers le pardon et la compréhension. Miss Marple sourit doucement. « La vérité a une façon de briller à travers les ombres les plus sombres. » Chapitre 20.
Nouveau départ. Les jours qui ont suivi le rassemblement du village ont été marqués par un changement silencieux, mais palpable. Elmsworth commença à respirer plus facilement, le poids des vieux secrets s'allégeant, même légèrement. Miss Marple passait ses matinées à s'occuper de son jardin, le parfum des roses en fleurs étant un réconfort bienvenu. Un après-midi, elle a reçu une lettre du père d'Annabel Craig, un homme qu'elle croyait depuis longtemps éloigné d'elle. Il a exprimé sa gratitude pour avoir dévoilé la vérité, son intention d'honorer la mémoire de sa fille et son espoir de créer une fondation en son nom pour aider les jeunes femmes en quête de justice. Miss Marple sourit en pliant soigneusement la lettre. La justice, songea-t-elle, n'était pas seulement une question de punition, mais aussi de guérison et d'espoir. Le révérend Calthorpe est venu peu de temps après, apportant la nouvelle que l'église du village organiserait un service commémoratif pour Annabel et Alice Gray. « Il est temps, dit-il doucement, de se souvenir et de pardonner. » Alors que le soleil se couchait sur Grafton Hall, projetant une lumière dorée sur les champs, Miss Marple ressentit une certitude sereine. Bien que les ombres soient tombées, l'aube d'un nouveau départ se levait, et au cœur d'Elmsworth, la vie continuerait, changée à jamais, mais résiliente. Chapitre 21. Les suites silencieuses. Le village d'Elmsworth se reconstruisait lentement, les blessures laissées par la trahison et la perte se refermant progressivement sous les douces mains du temps. Miss Marple trouvait du réconfort dans ses routines quotidiennes, une promenade le long des haies, une tasse de thé avec Madame Bantry et une visite occasionnelle à la boutique du village, où des visages familiers l'accueillaient désormais avec une chaleur renouvelée. Mais le silence a eu son importance. Lionel Sedgwick avait temporairement quitté le village, cherchant refuge loin des souvenirs qui le hantaient. Thomas Bracknell était rentré à Londres, déterminé à préserver l'héritage de sa tante et à faire régner la justice, par d'autres moyens. Mais les ondulations du passé continuaient de remuer sous la surface. Un soir, alors que le crépuscule tombait sur le village, Miss Marple était assise près de son feu, le doux crépitement des flammes constituant un fond réconfortant pour ses pensées. Elle a réfléchi à la nature fragile de la vérité et de la justice, à la façon dont elles étaient souvent obscurcies par la peur et le silence, mais suffisamment persistantes pour finalement émerger. Un coup à la porte la fit sursauter. Iris Denholm se tenait là, les yeux brillants, mais sérieux. « Mademoiselle, Marple, dit-elle doucement, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Miss Marple lui fit signe d'entrer, la curiosité piquée. Parfois, pensait-elle, les moments les plus calmes recèlent pour les plus grandes révélations. Chapitre 22. Un dernier murmure. Iris Denholm s'installa dans le fauteuil en face de Miss Marple, ses doigts tordant nerveusement un mouchoir. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit avant, » commença-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Miss Marple inclina doucement la tête. « Vas-y, ma chère. » Iris prit une grande inspiration. La nuit où Alice Gray a disparu, j'étais près des bois, à l'orée du village. J'ai vu une silhouette, grande, vêtue d'un manteau, se déplacer rapidement à travers les arbres. Miss Marple plissa les yeux, pensive. « Les avez-vous reconnus ?» Iris secoua la tête. « Non, mais leur façon de se déplacer, c'était délibéré, urgent. Et ils transportaient quelque chose, un paquet, je crois. » Miss Marple se pencha en avant. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?»« J'avais peur, » admit Iris, « peur de semer le trouble, d'être accusée. J'ai préféré me taire. » Miss Marple sourit gentiment. « Parfois, la peur étouffe la vérité, mais maintenant, ton courage transparaît. » Elle marqua une pause, puis ajouta doucement « Cela change la donne. Cela suggère que la disparition d'Alice n'a pas été aussi simple qu'on le croyait. » Iris hocha la tête, le soulagement et la résolution se mêlant sur son visage. Miss Marple se leva, sa détermination calme remplissant la pièce. « Nous devons regarder vers les bois et vers ce qui s'y cache. Le dernier murmure de ce mystère nous appelle,
dehors, le vent murmurait à travers les arbres, transportant des secrets encore à découvrir. Chapitre 23. Dans les boiteaux le lendemain matin, Miss Marple, l'inspecteur Cray et Iris Denholm se dirigèrent vers les bois épais qui bordaient Elmsworth. Le soleil filtrait à travers les feuilles, projetant une lumière tachetée sur la terre molle sous leurs pieds. Iris ouvrit la voie, ses pas hésitants, mais déterminés. Alors qu'ils s'aventuraient de plus profondément, la forêt semblait se refermer autour d'eux, les bruits habituels du village étant remplacés par le murmure du vent et le bruissement des branches. Miss Marple s'arrêta, le regard perçant. « Là », dit-elle en désignant un groupe de sous-bois perturbés, avec précaution, ils ont écarté les branches pour révéler une fosse peu profonde cachée sous des feuilles et des brindilles. L'inspecteur Cray s'agenouilla et braqua sa torche dans le trou. À l'intérieur se trouvait un petit paquet emballé, vieux, fragile et couvert de poussière. Avec des mains douces, Miss Marple dénoua le tissu pour révéler un médaillon et un morceau de papier plié. Le médaillon contenait un portrait miniature. Incontestablement celui d'Alice Gray. Elle a déplié le papier. D'une écriture soignée se trouvait une brève note. « Si je te retrouve, sache que j'ai aimé et espéré justice. Protège mon enfant. » Un silence s'abattit sur le groupe. Miss Marple leva les yeux, la voix ferme. Cela confirme qu'Alice était là et que son histoire n'est pas encore terminée. Iris essuya une larme. Son enfant, que lui est-il arrivé? Ceci, dit Miss Marple doucement, est le dernier mystère que nous devons résoudre. Chapitre 24. Le dernier morceau de retour au village. La découverte suscita une frénésie silencieuse. Miss Marple a réuni les acteurs clés dans le salon de Grafton Hall. Lionel Sedgwick, Thomas Bracknell, l'inspecteur Cray et Iris Denholm. Elle déposa soigneusement le médaillon et la note sur la table. « L'enfant d'Alice, commença-t-elle, doit être la dernière pièce de ce puzzle. » Thomas fronça les sourcils. « Mais personne n'a jamais parlé d'enfant. » Miss Marple hocha la tête. « Parce que la vérité était trop dangereuse. » Lionel baissa les yeux, la voix lourde. « Il y avait un enfant, le secret de ma sœur. Je n'ai jamais su où elle les cachait. » Les yeux de Miss Marple brillèrent. Il est temps de les retrouver. Avec une détermination renouvelée, ils se mirent à suivre chaque piste. Vieilles lettres, souvenirs des villageois, lieux oubliés. Quelques jours plus tard, on frappa doucement à la porte de Miss Marple. Là se tenait une jeune femme, nerveuse mais résolue. « Je suis Éléanore, » dit-elle simplement. Miss Marple sourit chaleureusement. « Bienvenue à la maison. Les Rochefoucauld.